Imaginez-vous vous réveiller et réaliser que vous êtes en l'an 1250, avant Jésus-Christ. JC, durant la période du règne de Ramsès II. L'électricité est absente. Il n'existe pas de médecine moderne. Il n'existe pas de droit civil. Uniquement le Nil, le désert. Et toi? Peux-tu survivre? Ce n'est pas une excursion touristique, c'est un test difficile. Dans un univers où la hiérarchie détermine ton sort avant même ta première respiration, où chaque goutte d'eau possède une valeur sacrée et chaque jour pourrait être le dernier, l'existence revient à se battre. Des agriculteurs qui affrontent l'ardeur du soleil, aux scribes qui soutiennent la grandeur de l'Empire avec leurs plumes et papyrus, tu vas découvrir ce que signifie survivre. Bien plus que simplement vivre. Dans ce film documentaire, tu te déplaceras aux côtés des vivants, tout comme parmi les défunts. Tu seras initié à des rites sacrés. Tu observeras la façon dont on érigeait des édifices destinés à perdurer. Et tu comprendras pourquoi chaque choix, même le moins significatif, pouvait avoir des conséquences vitales ou fatales. Et finalement, une unique question persistante résonnera dans l'air désertique. Possèdes-tu les qualités nécessaires pour survivre dans l'Égypte ancienne? Dans l'Égypte antique, le lieu de ta naissance influençait non seulement ton style de vie, mais également tes possibilités de survie. Suppose que tu es un bébé fraîchement né dans cette société. Avant même de pousser ton premier cri, ton avenir est déjà largement déterminé par la situation sociale de tes parents. La société égyptienne se présentait comme une immense pyramide, mirant les édifices colossaux qu'elle érigeait. Au sommet, brillant tel le soleil, se tenait le pharaon, perçu non seulement comme un monarque, mais aussi comme une manifestation vivante du dieu Horus, un être divin évoluant parmi les humains. Je suis le fils de Ra, désigné par Amon pour gouverner les deux terres, proclame gravement Ramsès II en acceptant des tribus dans sa salle d'audience. Le pharaon ne se contentait pas d'être un dirigeant. Il agissait comme le pont entre les dieux et les hommes, chargé de préserver le Ma'at, l'idée égyptienne. De l'ordre, de la vérité et de la justice qui assuraient l'équilibre universel. Un pharaon incompétent ne représentait pas seulement une période difficile pour l'Égypte, mais également un déséquilibre cosmique susceptible d'entraîner des catastrophes naturelles. La noblesse et le clergé de haut rang vivaient sous la gouvernance du pharaon, résidant dans des manoirs entourés de jardins, savourant une cuisine raffinée et menant des existences pouvant atteindre 50 ou 60 ans. Un exploit remarquable dans l'Antiquité. Thutmosis, notre scribe, se hâte à travers les corridors de l'un de ses palais, tenant des documents fiscaux. Malgré son absence de noblesse héréditaire, son instruction lui a donné l'opportunité de gravir les échelons au service de l'élite. Pour m'inscrire à la maison de la vie, mes parents ont tout sacrifié, dit-il en rangeant ses papyrus. 2 décennies plus tard, mon dos pourrait être courbé à cause de l'écriture, mais au moins il n'est pas détruit par la charrue. Des artisans spécialisés tels que Séti, qui façonnent des amulettes raffinées dans leur atelier, occupent une place au centre de la pyramide sociale. Un noble peut me considérer comme inférieur, a-t-il déclaré en façonnant soigneusement un morceau de stéatite. Mais lorsqu'il se retrouve face à des esprits malins, c'est vers moi qu'il se tourne. Comme Ramose, les artisans compétents, les commerçants et les soldats professionnels détenaient une position plutôt privilégiée, ayant la capacité d'acquérir reconnaissance et prospérité, particulièrement pendant des périodes de guerre et d'expansion comme l'Empire nouveau. Toutefois, la majorité écrasante de la population se trouvait à la base de la pyramide, les agriculteurs tels que Ptah, qui œuvrent du lever au coucher du soleil dans les champs. Les scribes affirment que nous sommes le pilier de l'Égypte, soupire Ptah en tirant un sac lourd d'orge. Cependant, ils n'ont pas de problème à nous écraser le dos sous le poids des taxes. Pour les agriculteurs, l'existence était rudement éprouvante. Ils œuvraient sous le soleil ardent d'Égypte, consommaient une alimentation uniforme, faite de pain et de bière, résidaient dans des maisons modestes en adobe, et leur existence dépassait rarement la 35e année.
Et néanmoins, ils avaient davantage de chance que les esclaves, qui étaient pour la plupart des prisonniers de guerre ou des débiteurs, dont la survie était totalement tributaire de la clémence de leur maître. Toutefois, ce qui était captivant dans la société égyptienne, c'était qu'elle proposait un certain degré de mobilité sociale, une chose peu courante dans l'Antiquité. Un agriculteur d'une intelligence remarquable, à l'instar du père de Thoutmôsis, pouvait garantir une formation pour son fils. Un guerrier intrépide tel que Ramose pouvait acquérir des territoires et de la richesse grâce à des campagnes victorieuses. Un artisan doué tel que Séti pouvait bénéficier du soutien royal. Mon grand-père façonnait le bois pour les charrettes, déclare Séti avec fierté. Aujourd'hui, c'est moi qui sculpte des figurines pour la sépulture du vizir. Bien que restreinte, cette option préservait l'espoir dans le cœur de nombreux Égyptiens communs. Dans un monde où survivre était un combat de tous les jours, l'espoir se révélait tout aussi essentiel que le pain. Si tu veux survivre dans l'Égypte ancienne, il est essentiel que tu comprennes le rythme sacré du Nil. N'oublie les 4 saisons traditionnelles. Ici, l'année est divisée en 3 parties, toutes dictées par le cours du fleuve. Notre agriculteur Ptah marque une pause au bord de son champ, levant les yeux vers l'horizon. Les prêtres ont déjà prédit l'imminence d'Akhet, dit-il, tout en jaugeant le niveau de l'eau. Rapidement, tout cela sera submergé par les eaux de l'inondation. La terre se renouvellera, comme elle l'a toujours fait depuis les temps immémoriaux. Akhet, la période des crues, débutait généralement autour de juillet, lorsque les précipitations de mousson dans les montagnes éloignées d'Éthiopie déversaient des flots d'eau en aval. Pour un observateur contemporain, cela pourrait paraître être une calamité. Des étendues de terre disparaissaient sous les eaux. Des villages demeuraient coupés du monde, sur des îlots provisoires. Et l'ensemble de l'activité agricole était paralysé. Cependant, pour les Égyptiens, cette crue était un don de Dieu. Les eaux apportaient le précieux limon noir, un sédiment riche en nutriments qui régénérait la fertilité du sol d'année en année. Il n'y a pas de vie sans l'inondation, dit Amenhotep le prêtre en surveillant les offrandes à Hapi, le dieu de l'inondation. Hapi est celui qui apporte la prospérité ou la pénurie selon sa volonté. Au cours de la période d'Akhet, lorsque les terres étaient submergées, des travailleurs tels que Ptah étaient engagés pour réaliser des projets publics, ériger des édifices, restaurer des canaux ou participer à des missions d'extraction minière. Au moins durant l'inondation, nous ne sommes pas imposés sur ce que nous sommes incapables de cultiver, commenta Ptah avec une touche d'ironie. Dans les centres urbains, les agents administratifs observaient avec inquiétude les nilomètres, des dispositifs servant à évaluer le niveau de l'inondation. L'écrivain Thoutmose consigne méticuleusement ces mesures sur un papyrus. 18 coudées, une inondation parfaite, murmure-t-il avec contentement. Ni trop élevée, ce qui entraînerait la destruction, ni trop basse, ce qui provoquerait la famine. Cette année, le Mahat prédomine. Lorsque les eaux commençaient à se retirer, c'est alors que Péré, la saison de croissance, faisait son apparition. C'était le moment de semer des graines dans la terre humide et riche en nutriments. Durant cette période, toute la famille de Ptah s'activait intensément, labourant avec des bœufs, semant de l'orge et du blé, mettant en place des systèmes de canaux et d'irrigation afin d'exploiter au mieux l'eau disponible. De l'aube du lever de Ra à son coucher à l'ouest, il n'y a pas une minute de répit, déclare Néfertari, tout en travaillant dans les champs. Une journée gaspillée. Un Péré peut entraîner une famine en Chémou. Ensuite, les enfants prenaient aussi part à l'activité, chassant les oiseaux qui s'approchèrent des graines fraîchement semées, une mission apparemment facile, mais essentielle. Chémou, la saison de la moisson et de la chaleur aride, est enfin arrivée. Lorsque le sol se fissurait sous le soleil sans pitié de l'Égypte. C'était une période marquée par une activité intense et de l'anxiété. Ptah et sa famille moissonnaient les récoltes avec des faucilles en silex, pendant que Thoutmose et d'autres scribes veillaient à ce que les taxes soient correctement calculées et collectées. Un 5e destiné au temple, un 5e
Et pour le trésor royal, murmure Thutmose, tandis que les paysans entassent des monceaux de grains, et que malheur frappe celui qui dissimule une portion de sa moisson. La sanction est rigoureuse. Pour beaucoup de familles, ce qui demeurait après paiement des impôts était à peine assez pour subsister jusqu'à la prochaine moisson. Ce processus sans fin d'inondation, de plantation et de moisson s'était perpétué pendant des milliers d'années avec les Égyptiens qui avaient su maîtriser l'art de coexister en symbiose avec lui. Ils ont élaboré des calendriers exacts fondés sur l'apparition de l'étoile Sirius et les phases lunaires. Ils avaient mis en place des systèmes sophistiqués d'irrigation comprenant des barrages, des canaux et des chadoufs, un outil utilisé pour soulever l'eau. Ils avaient modifié leur structure en construisant sur des terrains en hauteur afin de prévenir les crues. Et, possiblement l'aspect le plus crucial, ils avaient intégré ce cycle dans leur foi et leur perspective globale. Pour ces gens, l'inondation annuelle représentait une réactualisation constante du mythe de la création, lorsque la terre a vu le jour hors des eaux premières. Cela servait de rappel que, pour survivre en Égypte, il fallait saisir et honorer les rythmes majestueux du Nil. Aurais-tu été en mesure de t'ajuster à ce cycle qui diffère tant des saisons que tu connais? Avant même le chant du coq, Ptah est déjà éveillé. Il boit en vitesse un bol de bière mélangée et grignote un bout de pain rassis alors que les étoiles scintillent encore dans le ciel matinal. On ne peut se permettre de perdre du temps. Lorsque le soleil de Ra atteint son zénith, il brûle sans clémence, dit-il en réveillant son fils aîné. Il nous faut tirer parti des heures fraîches. Si tu, un résident du XXIe siècle, étais projeté dans la vie d'un agriculteur égyptien, la première surprise serait l'acharnement du rythme de travail. Une activité constante depuis l'aube jusqu'à la tombée de la nuit, avec seulement une brève interruption à midi, lorsque la chaleur rend toute tâche impossible. Selon tes critères contemporains, on aurait du mal à considérer la demeure de Ptah comme une maison. C'est une construction rectangulaire basique en adobe, comportant une ou deux chambres, avec un toit plat constitué de roseaux et d'argile. Une cour est présente où la famille accomplit l'essentiel de ses tâches journalières. Il n'y a pas de fenêtre dans la pièce, juste quelques petites fentes près du plafond pour assurer une aération. Le sol est fait de terre compactée. On ne trouve pas de mobilier complexe. Des nattes pour le sommeil, quelques bancs bas, des malles pour stocker les habits et les ustensiles. Dans un coin, des poules grattent le sol à la recherche de graines éparpillées. Les animaux sont membres de la famille, déclare l'épouse de Ptah tout en malaxant la pâte à pain. Ils offrent des œufs, du compost pour les cultures et de la chaleur lors des nuits froides en hiver. Dans ce logement, l'idée d'intimité semble étrangère, puisque jusqu'à 10 personnes peuvent y cohabiter, des grands-parents aux nourrissons fraîchement arrivés. Le travail agricole est exténuant. Ptah et son fils aîné cultivent la terre avec une charrue en bois qu'ils font tirer par des bœufs. Les instruments sont rudimentaires mais performants. Houes, pelles et râteaux en bois dont les dents sont parfois fortifiées de cuivre. Mon père, le père de mon père et tous nos ancêtres ont employé ces mêmes instruments, remarque Ptah en remettant en état le manche brisé de sa houe. La terre a constamment demandé le labeur de notre front. L'agriculture a connu peu de changements au cours de millénaires, mais les Égyptiens ont amélioré des méthodes d'irrigation et de rotation des cultures qui permettaient un rendement exceptionnellement haut. Les cultures majeures comprenaient le blé, destiné à la fabrication du pain, l'orge, utilisée pour la production de bière, le lin, employé dans la confection textile, sans oublier divers légumes tels que les oignons, les poireaux, les laitues et les concombres. La famille s'arrête de manger à midi. 2. Ils suivent un régime peu varié mais riche en nutriments, du pain complet élaboré à partir de farine grossière, de la bière faiblement alcoolisée, plus proche d'une sorte de bouillie fermentée que de la bière actuelle, des oignons, quelques légumes et parfois du poisson du Nil. La viande est un produit de luxe consommé principalement lors des festivités et d'événements spéciaux.
Les aristocrates se régalent de jarrets de porc et de veau pendant que nous contentons de rêver au goût de la viande, déclare Ptah avec un sentiment d'abandon. Toutefois, notre pain et notre bière nous maintiennent en force. Effectivement, malgré sa simplicité, l'alimentation de base égyptienne apportait les nutriments indispensables pour le travail physique soutenu. Cependant, les déficits vitaminiques et la malnutrition étaient fréquents, particulièrement lors des années de récolte défaillante. L'une des menaces les plus importantes à la survie de Ptah ne provient pas de l'environnement naturel, mais d'autres individus, les percepteurs d'impôts. Ils se présentent après la moisson, munis de bâtons d'un côté et de tablettes d'écrivains de l'autre, grommelle-t-il. Le régime fiscal en Égypte était sans pitié. Les agriculteurs étaient tenus de verser une portion importante de leur moisson à l'État et au temple. Des scribes tels que Thoutmôsis tenaient des archives rigoureuses et des flagellations étaient habituelles pour ceux qui essayaient de dissimuler une portion de leur production. Outre les prélèvements en nature, les paysans étaient assujettis à la corvée, un régime de travail obligatoire dédié au projet de l'État. Ptah explique « Chaque année, à 3 reprises, je suis contraint de quitter ma famille pour effectuer mon travail dans la sépulture du noble local. Si je dis non, ils pourraient me confisquer mon terrain ou pire encore. » En dépit de ces défis, la vie du paysan égyptien était ponctuée de moments de bonheur et d'esprit communautaire. Les villages opéraient en tant qu'entité solidaire où chacun soutenait l'autre durant les périodes de semis et de moisson. Les festivités religieuses constituaient une interruption appréciée dans le rythme quotidien du travail. La famille élargie fournissait du soutien et de la sécurité. Et il y avait une grande fierté pour un travail bien accompli. Lorsque j'observe les étendues de verdure que mes mains ont fait pousser, je ressens que c'est ce que les divinités avaient prévu pour moi, méditait Ptah en regagnant son domicile au crépuscule. Mon père a agi de la même manière, et mon fils le suivra après moi. Donc nous préservons le Ma'at, l'ordre établi. Cette constance et acceptation de leur rôle dans l'univers offrait aux agriculteurs comme Ptah le courage de endurer une existence que, avec tes exigences contemporaines de confort et d'indépendance personnelle, tu trouverais sans doute insupportable. Posséderais-tu la robustesse physique et mentale requise pour vivre en tant que paysan dans l'Égypte antique? Les murailles en adobe de Thèbes, la vaste cité de Haute-Égypte, se parent d'une lueur dorée à l'aube, tandis qu'une multitude d'activités s'animent déjà dans ces ruelles. Si tu trouves que les métropoles contemporaines sont désordonnées, envisage une grande ville égyptienne de la période du Nouvel Empire. Un enchevêtrement de ruelles tortueuses et étroites, certaines si étroites que tu pourrais toucher les deux côtés avec les bras ouverts, où l'intimité personnelle est une notion absente et tous les sens sont bombardés en même temps. « La voie vers le noble! Écartez-vous, écartez-vous !» s'exclame un héros alors qu'un dignitaire en litière progresse dans la rue principale, ses porteurs épuisés par le poids et la chaleur croissante du matin. À l'opposé de nos cités organisées avec des zones distinctes, les villes en Égypte se développaient de façon organique, même si elles respectaient certains motifs. Les édifices administratifs et les imposants temples occupaient une place centrale dans le paysage urbain. Les zones résidentielles s'établissaient davantage en fonction de la profession et du statut social qu'en raison de la fonctionnalité. Les embaumeurs résident à proximité des nécropoles. Les potiers habitent près des sites d'extraction d'argile et les pêcheurs s'installent près des cours d'eau. Détaille Séti en se dirigeant vers son atelier situé dans le quartier dédié aux artisans. Plus votre résidence est proche du palais ou du temple principal, plus vous avez de l'importance. Cette hiérarchie était visible dans l'architecture résidentielle. Des résidences vastes appartenant à la noblesse, agrémentées de jardins et de bassins, jusqu'aux habitations exiguës d'une pièce unique pour les travailleurs les plus démunis. Le marché est le pouls vibrant de l'existence citadine, un tumulte agréablement fécond de couleurs, d'arômes et de bruits. Ici, le troc prévaut, contrairement au système monétaire que tu connais. Pour ce panier d'oignons, 2 chopes de bière, s'il vous plaît. Marchand d'une dame. C'est un vol manifeste. Le vendeur répond.
Cette année, la récolte a été faible, avec au moins 3 jarres. Le scribe Thutmose, tout en acquérant du papyrus pour ses écrits officiels, observe la scène avec un certain amusement. Les produits circulent de tous côtés. Les pêcheurs proposent leur pêche du matin, les boulangers présentent diverses sortes de pains, les artisans exhibent des amulettes, des sandales, des outils et divers objets ménagers, tandis que les marchands étrangers mettent en avant des articles exotiques venus de Nubie, de Syrie et même au-delà. Au marché, tu peux sentir l'ambiance de la ville, fait remarquer Thutmose. Des tarifs en hausse engendrent des difficultés, des étals désertés, une crise alimentaire imminente, des vendeurs anxieux et potentiellement des émeutes. L'assainissement constitue l'un des principaux enjeux pour la pérennité urbaine. Ici, rien n'est familier, pas de système d'égout, pas de collecte des déchets, pas d'eau courante. Dans les rues, les ordures s'entassent jusqu'à ce que des pluies sporadiques, quasi inexistantes en Haute-Égypte, ou des crues annuelles viennent à les balayer. Il faut transporter l'eau depuis le Nil ou des puits jusqu'à la maison dans des jarres, une activité qui exige plusieurs heures chaque jour pour beaucoup de familles vivant en ville. Les personnes aisées disposent de domestiques qui leur fournissent de l'eau fraîche tous les matins, déclare Néfertari en revenant de son excursion quotidienne au fleuve, tout en maintenant une lourde jarre sur sa tête. Il faut qu'on la trouve par nos propres moyens et qu'on la fasse bouillir, si on a les moyens de se le permettre avec du combustible. Les épidémies de maladies dues à l'eau polluée représentent un danger permanent et peuvent dévaster des zones entières, en particulier pendant la période estivale. En dépit de ces obstacles, la vie citadine propose des perspectives inimaginables pour les agriculteurs. Ici, l'information et les idées peuvent se propager librement. Les avancées technologiques s'implémentent plus vite et les opportunités pour le progrès social, bien que restreintes, sont davantage à portée de main. Mon père était un humble pêcheur, déclare avec fierté un jeune apprenti dans l'atelier de Séti. Cependant, le maître a reconnu ma talent pour la sculpture sur bois et m'a pris sous son aile en tant qu'apprenti. Peut-être qu'un jour, je disposerai de mon propre atelier. Les cités sont également des pôles culturels, où des manifestations religieuses, des réjouissances royales et des événements publics viennent rompre la routine de la vie quotidienne. Pour certains privilégiés, il y a même des formes d'amusement mises en place. Musique, danse, narrateurs ou encore des représentations théâtrales liées aux mythes religieux. Si tu devais opter pour la vie campagnarde ou citadine dans l'Égypte ancienne afin d'optimiser tes perspectives de survie, tu serais face à une décision délicate. La métropole propose davantage de possibilités tout en présentant un risque accru de maladie. La vie rurale garantit une nourriture plus saine, mais implique des tâches plus ardues et un accès limité aux services. Il est indéniable que ce soit en milieu urbain ou rural, tu devrais acquérir une robustesse physique et mentale rare chez les contemporains, ainsi qu'une perception fine des normes sociales complexes qui gouvernaient tous les aspects de l'existence égyptienne. La question demeure, dans quelle situation estimes-tu avoir les meilleures chances de survie? Si tu étais une femme dans l'Égypte ancienne, ton sort serait déterminé, mais peut-être pas aussi rigoureusement que tu pourrais le penser. Tandis que le jour se lève sur la demeure de Néfertari, elle a déjà concassé les grains pour le pain du matin, débuté la confection d'une pièce de lin sur son métier à tisser vertical et a envoyé ses enfants plus grands vers leurs occupations respectives. Les femmes portent la maison comme les colonnes soutiennent le temple, disait-elle, tout en berçant son enfant d'un bras et en s'affairant de l'autre. Si nous n'étions pas là, tout serait en ruine. À l'inverse de nombreuses autres sociétés anciennes, les femmes en Égypte avaient une position juridique étonnamment équilibrée. Elles avaient la capacité d'avoir des biens, de demander le divorce, de témoigner dans les tribunaux et même de gérer des entreprises. Dans la vie des femmes égyptiennes, le mariage survenait précocement, habituellement entre 12 et 14 ans. Peu de temps après l'apparition de leurs premières règles,
Il n'y avait pas de rituel religieux officiel. L'union matrimoniale était principalement un accord contractuel entre familles. Quand j'avais 12 ans, c'est mon père et le père de mon époux qui ont décidé de notre mariage. Raconte Nefertari en concoctant des préparations de henné pour sa fille adolescente. Le jour suivant, mes effets personnels ont été transférés chez mon époux, marquant ainsi le début de ma vie conjugale. Les contrats de mariage pouvaient comporter des dispositions relatives à la gestion des biens et aux modalités de séparation, pouvant être déclenchées par l'un ou l'autre des époux. Dans de nombreuses sociétés anciennes, les femmes qui étaient veuves ou divorcées recevaient fréquemment un tiers des biens communs, leur conférant un niveau d'autonomie économique inimaginable. La maternité représentait l'événement, un crucial dans l'existence de la majorité des femmes égyptiennes. L'accouchement et la grossesse représentaient des instants de vulnérabilité intense, entourés de rituels et de mesures magiques. Nefertari a accouché à 6 reprises, mais seules 4 de ses progénitures ont atteint l'âge adulte. Chaque naissance est une traversée vers la Duat, le royaume souterrain, dit-elle doucement, en touchant une amulette dédiée à la déesse Taweret, gardienne des femmes enceintes. J'invoque Isis, déesse qui comprend la souffrance d'une mère. Les complications lors de l'accouchement constituaient une cause majeure de mortalité chez les femmes et la perte d'un enfant était une expérience quasi omniprésente. Les papyrus médicaux témoignent d'une expertise obstétrique avancée. Cependant, ils démontrent également une incapacité essentielle à traiter efficacement de nombreuses complications qui seraient actuellement gérables. Les filles grandissaient en contribuant aux travaux ménagers, se préparant principalement à imiter la vie de leur mère. L'enseignement formel était peu commun pour les femmes, même si les filles issues de l'élite pouvaient bénéficier d'une éducation en lecture, écriture et musique. Ma fille aînée fait déjà du pain mieux que certaines femmes mariées, affirmait Nefertari, pleine de fierté, en regardant la fillette pétrir avec soin. Ma deuxième fille possède des talents pour le tissage. La Benjamine. Elle possède un talent musical inné, mais qui aurait les moyens de lui enseigner à jouer de la harpe? En revanche, les garçons avaient tendance à se diriger vers les professions de leur père, débutant leur apprentissage dès l'âge de 5 ou 6 ans. Seuls les enfants issus de l'élite ou ceux choisis pour leur intelligence hors du commun pouvaient prétendre à l'enseignement formel des scribes, la voie la plus certaine vers une ascension sociale. En dépit de leurs droits juridiques, la vie des femmes se déroulait essentiellement dans le cadre domestique. Parmi leurs tâches principales figuraient l'instruction des enfants, la cuisine, le travail du textile et la gestion de la maison. Toutefois, des exceptions marquantes étaient à noter. Nefertari raconte que sa tante est prêtresse d'Hathor dans le temple. Elle interprète des chants et joue du sistre lors des rituels sacrés. La femme qui écoule des légumes. Sur le marché est veuve depuis de nombreuses années, mais elle parvient à subvenir aux besoins de ses enfants grâce à son activité commerciale. Les femmes exerçaient des métiers tels que brasseuses, boulangères, fileuses, sages-femmes, pleureuses professionnelles et responsables de petites entreprises. Les femmes les plus éduquées pouvaient assumer le rôle de prêtresse dans des cultes dédiés aux femmes, et certaines épouses royales pouvaient avoir un impact politique significatif, à l'instar de la puissante reine Hatshepsut qui a régné en tant que pharaon. Selon le statut social, l'expérience de croissance pour un enfant dans l'Égypte ancienne variait considérablement. Dès qu'ils étaient capables de manipuler des outils, les enfants de paysans tels que Ptah commençaient à travailler la terre. Pendant ce temps, les enfants d'artisans comme Séti acquéraient leur savoir-faire en observant et en assistant leurs parents. « Ah, mon plus jeune fils a l'œil », déclare Séti tout en dirigeant les mains d'un enfant de 8 ans, tentant de façonner une amulette basique. Lorsqu'il atteindra l'âge de 15 ans, il sera capable de concevoir des œuvres qui se vendront d'elles-mêmes. L'enfance était brève et les exigences hautes. Toutefois, ce n'était pas que du travail. De multiples jouets ont été dénichés par les archéologues.
des poupées mobiles, des ballons en cuir, des figurines animées et, pour ne pas manquer l'occasion, d'intrigants jeux de société tels que le Sonnet, qui imitaient le parcours de l'âme vers l'au-delà. Mon fils et ses camarades se divertissent au Sonnet une fois leur devoir achevé, confie Nefertari. Je leur conseille de s'exercer intensément, car un jour ils seront confrontés à Osiris en personne lors du jugement dernier. Dans un monde où la mort était omniprésente, les enfants étaient initiés dès leur plus tendre enfance à la fois à la fragilité de l'existence et aux croyances qui apportaient du sens à leur vie. Dès que le soleil commence à apparaître, à l'horizon, Thutmose, le scribe, est déjà installé en position du lotus sur une natte, affûtant minutieusement son roseau. Un jeune apprenti est à ses côtés, préparant la palette avec des pigments noirs et rouges, pendant qu'un assistant déploie un nouveau papyrus. Une anomalie dans ces registres pourrait déterminer l'écart entre l'abondance et la pénurie. Pour une province entière, explique Thutmose d'un ton solennel, le stylo du scribe a plus de force que l'épée du combattant. Dans une société où moins d'1% des gens étaient alphabétisés, les scribes constituaient l'élite intellectuelle essentielle au fonctionnement de l'État et à l'économie. Le parcours pour devenir scribe était difficile et débutait dès le plus jeune âge. Dès l'âge de 5 ou 6 ans, les enfants choisis pour leur intelligence ou leurs liens familiaux étaient admis dans les maisons de la vie, des établissements scolaires souvent liés à des temples ou des palais. Mon père a cédé une parcelle de terrain pour financer mes études, se rappelle Thoutmose. Pendant 10 ans, j'ai consacré du temps à mémoriser des centaines de hiéroglyphes et à m'entraîner avec des fragments de céramique et des tablettes, car le papyrus était trop précieux pour être gaspillé sur un novice. Les étudiants retenaient des textes classiques, apprenaient les mathématiques pour le calcul des impôts et des mesures, et exploraient la structure administrative complexe du royaume. Les enseignants faisaient preuve de rigueur. Un adage égyptien bien connu soutenait que les oreilles d'un enfant sont dans son dos. Il entend lorsqu'on le fouette. Les corrections à l'aide de bâtons de jonc étaient des sanctions habituelles pour des fautes ou un défaut d'attention. La compétence en écriture hiéroglyphique ne représentait que le premier pas dans l'expertise d'un scribe professionnel. En fait, il y avait 3 types d'écriture: les hiéroglyphes sophistiqués employés dans les édifices et les écrits religieux. L'hiératique, une forme condensée et cursive destinée aux documents administratifs, ainsi que le démotique, encore plus succinct pour les textes de tous les jours. Les hiéroglyphes sont destinés à l'éternité, afin d'être lus par les dieux, déclare Thoutmose alors qu'il s'affaire à un document officiel. Pour nos tâches quotidiennes, nous avons recours à l'hiératique. Je peux taper 3 fois plus vite avec mes doigts, et un rouleau de papyrus peut renfermer 2 fois plus de données. Les scribes n'étaient pas seulement des rédacteurs, ils étaient également responsables du calcul des impôts, de la mesure des terrains, de la supervision des chantiers, de la rédaction des contrats, de la tenue des registres de récolte, et ils jouaient un rôle crucial dans la conservation mémorielle des institutions étatiques et religieuses. Dans le quartier des artisans, à quelques pas de là, Séti débute sa journée en adressant une prière à Ptah, le divin protecteur des artisans. Son atelier est un lieu dégagé qui abrite un petit four à l'arrière, des instruments soigneusement disposés sur des étagères et 3 stagiaires déjà occupés à divers projets. Il a dit à un jeune apprenti qui peine avec un ciseau: « Un véritable artisan ne reproche jamais à ses outils. Un artisan avisé, cependant, prend soin de ses outils comme s'ils constituaient des prolongements de ses propres mains. » L'enseignement des compétences techniques se faisait essentiellement de manière pratique. Les stagiaires commençaient par des tâches élémentaires et s'attaquaient progressivement à des travaux plus sophistiqués sous la supervision attentive de leurs formateurs. Des artisans spécialisés tels que Séti constituaient une classe intermédiaire de respect, bien que leurs conditions de travail différaient grandement. Les individus les plus doués pouvaient être embauchés pour œuvrer dans des ateliers royaux ou participer à des projets d'envergure,
bénéficiant alors de rations spécifiques et d'avantages exclusifs. Mon oncle a œuvré sur la sépulture du pharaon antérieur, fait remarquer Séti avec respect. Il a passé 2 décennies dans le village artisanal de Deir el-Medina, lieu de résidence des artistes les plus talentueux en peinture et sculpture. Sa famille n'a jamais été en manque de nourriture, mais elle n'a jamais eu la possibilité de quitter la vallée sans une autorisation spéciale. Effectivement, les artisans œuvrant dans les tombeaux royaux résidaient au sein de communautés isolées en raison du caractère confidentiel de leur métier, et ils étaient soutenus par l'État qui leur fournissait un logement, des repas et une protection. D'autres artisans tels que Séti œuvraient de façon plus autonome, créant des produits destinés aux marchés locaux ou à la demande de familles fortunées. La variété de métiers artisanaux était impressionnante. Artistes du bois et de la pierre, joailliers, céramistes, tisserands, producteurs de papyrus, constructeurs navals, ébénistes, métallurgistes, verriers et tant d'autres. Chaque domaine possédait ses propres mystères, instruments et méthodes, transmis de génération en génération avec peu d'innovation. Mon grand-père m'a appris à reconnaître la stéatite idéale par sa texture, confie Séti, tout en observant une pierre à la lumière. Mon père m'a enseigné à la façonner en respectant le grain naturel. J'ai fait la découverte d'un nouveau mélange de pigments qui donne l'illusion que les figures prennent vie. Ainsi, nous progressons graduellement, chaque génération contribuant un peu de connaissance au torrent de sagesse. La qualité artisanale était grandement appréciée et les objets les plus raffinés constituaient de véritables œuvres d'art que nous admirons aujourd'hui dans les musées. Néanmoins, le métier était physiquement éprouvant et une multitude d'artisans présentaient des soucis de santé particuliers. Les tailleurs de pierre étaient sujets à des affections pulmonaires dues à l'inhalation de la poussière de pierre. Les métallurgistes faisaient fréquemment face à des brûlures et des troubles respiratoires. Les scribes souffraient de problèmes oculaires et de douleurs dorsales persistantes. Les scribes et les artisans avaient en commun une caractéristique essentielle. Leur travail comportait un aspect spirituel. On considérait l'écriture comme un don divin surnommé les paroles des dieux, et de nombreux hiéroglyphes symbolisaient des objets sacrés. Pour les artisans, chaque pièce fabriquée avait une signification qui allait au-delà de la fonctionnalité, surtout celle destinés aux sépultures ou aux sanctuaires. Séti ne se contente pas de sculpter une amulette, il pense profondément en modelant un scarabée de jade. Je conçois un véhicule pour la magie de protection, une demeure pour une parcelle du pouvoir céleste. Cet aspect spirituel du travail conférait un sens profond à la vocation, liant les activités quotidiennes à l'harmonie cosmique. Dans l'Égypte ancienne, le métier de scribe ou d'artisan ne se résumait pas à une simple profession. C'était un véritable appel, un moyen de contribuer au maintien du Mahat et de produire des objets qui, dans certains cas, survivraient pendant des milliers d'années. Crois-tu que tes aptitudes contemporaines pourraient être adaptées à ces métiers traditionnels qui alliaient technique, rigueur et spiritualité ? Nous sommes les plus obsédés par l'éternité que toute civilisation passée ou future. Observe un responsable de chantier tout en supervisant la construction d'un temple dédié à Amon-Ra. Sous le soleil ardent de midi, des centaines d'ouvriers déplacent un énorme bloc de calcaire sur des troncs d'arbres lissés. D'autres hommes arrosent le sentier pour diminuer la friction. Un ensemble d'artisans de la taille de pierre façonne avec une exactitude millimétrique les blocs déjà installés, employant des outils simples tels que des ciseaux en cuivre et des maillets en bois. Ce que vous voyez ne se limite pas à un chantier. C'est une illustration de l'étonnante compétence égyptienne en logistique, organisation et ingénierie appliquée, le tout sans recourir à la technologie mécanique que vous considéreriez comme évidente. L'architecture grandiose égyptienne, allant des pyramides de Gizeh au temple de Karnak, constitue l'une des plus remarquables réalisations technologiques de l'humanité avant la période moderne. Comment ont-ils réussi à le faire ?
pas grâce à la magie ou à une aide venue d'ailleurs, comme le suggèrent certains, mais plutôt par le biais d'une innovation pragmatique, de compétences mathématiques pointues et d'une incroyable capacité à orchestrer le travail à grande échelle. Tout débute avec la mesure, déclare Thoutmôsis, qui participe occasionnellement en tant que scribe aux travaux de construction. Nous employons des cordes nouées pour déterminer avec précision les angles droits, en utilisant la coudée royale comme référence standard. Les Égyptiens ont élaboré des compétences avancées en géométrie appliquée, capables de déterminer les surfaces et les volumes avec une exactitude exceptionnelle. Ils employaient le système numérique décimal et savaient gérer des fractions complexes, des aptitudes indispensables pour la planification de structures de grande envergure. Des générations d'archéologues ont été déconcertées par le transport et l'élévation de blocs de pierre gigantesques, avec certains atteignant un poids de 70 tonnes. SETI, ayant participé à divers projets de construction, propose une explication concrète. Pour les pierres de grande taille, nous construisons des rampes en adobe qui montent graduellement. On entraîne les blocs sur des traîneaux en bois, souvent avec du sable humide ou de la boue en dessous, pour minimiser la friction. Les Égyptiens ne savaient pas utiliser la poulie composite ni la roue comme moyen de déplacement, même s'ils l'employaient dans les tours de poterie. Et ils n'avaient pas non plus d'outils en fer. Toutefois, ils ont optimisé l'efficacité de leurs ressources, leviers, rouleaux, plans inclinés et surtout une force de travail parfaitement structurée. Durant la période de crue, alors que les champs sont submergés, des milliers d'agriculteurs sont engagés pour participer à des projets royaux, la précise Thoutmôsis. Ce n'est pas de l'esclavage comme le prétendent certains étrangers, c'est le tribut en travail que nous devons tous rendre au pharaon. On fournit aux travailleurs des rations, des soins de santé et un hébergement. Un autre succès technologique était la gestion de l'eau. Dans une nation où l'eau est si précieuse qu'elle n'a jamais été vue par certains enfants, les Égyptiens ont élaboré des systèmes d'irrigation sophistiqués. Observe ce chadouf, l'anspta, en faisant référence à un mécanisme rudimentaire mais astucieux qui se compose d'un long mât avec un poids compensateur à une extrémité et un seau de l'autre. Avec son aide, un homme peut pomper de l'eau du canal vers les champs pendant des heures, sans se fatiguer entièrement. Ces équipements, combinés à des barrages, des canaux et des bassins de retenue, ont révolutionné l'agriculture en Égypte. Les nilomètres, édifices en gradins érigés le long du Nil, servaient à estimer avec exactitude l'ampleur de l'inondation annuelle. Un renseignement essentiel pour organiser les plantations et déterminer les taxes. Une mesure 3 coudées inférieure à la normale indique la famine, tandis que 3 coudées au-dessus signalent la destruction, proclame un prêtre en scrutant les marques sur un nilomètre. Entre ces deux pôles se trouve la bénédiction divine. La technologie en Égypte ne se confinait pas uniquement à des initiatives de grande ampleur. Leurs artisans dominaient des procédés qui laissent les spécialistes contemporains sans voix. Par exemple, la fabrication du verre égyptien exigeait des fours capables de produire des températures extrêmement hautes. Sa métallurgie fabriquait des alliages de précision maîtrisés pour diverses applications. SETI explique en montrant un outil que ce ciseau en bronze contient exactement la bonne proportion d'étain associé au cuivre. Un excès d'étain le rend fragile, un déficit le rend trop tendre. L'élaboration du papyrus nécessitait une série d'étapes complexes, y compris la coupe, le nivellement, le pressage et le séchage des fibres de jonc, afin de produire un support d'écriture résistant. La momification exigeait une expertise approfondie en anatomie et en chimie, afin de conserver les corps pendant des milliers d'années. L'ingéniosité était également présente dans les objets de tous les jours. Des lits dotés de cadres tendus pour un meilleur confort, des sièges pliables, des verrous en bois comportant des mécanismes internes et des produits cosmétiques qui alliaient protection solaire et éléments ornementaux. Il se peut que ce qui était le plus remarquable dans la technologie égyptienne soit sa durabilité et son efficacité.
Pendant des siècles, les outils et méthodes demeuraient étonnamment inconstants, évoluant lentement plutôt que d'être entièrement substitués. C'est y pense. Mes instruments sont presque identiques à ceux qu'utilisaient les artisans ayant construit les pyramides il y a 1000 ans. Pourquoi modifier ce qui marche à la perfection? Cette stratégie technologique prudente était le reflet de la perception égyptienne du monde. Un univers structuré où l'innovation devait être utilisée pour préserver et améliorer l'ordre existant plutôt que de le bouleverser. Quand de nouvelles technologies, telles que les chars de guerre adoptés par les Hyksos, étaient introduites, elles étaient totalement intégrées à la culture en place. Pour une personne du XXIe siècle, accoutumée à une innovation technologique continue, la technologie de l'Égypte ancienne pourrait paraître rudimentaire au premier abord. Toutefois, cela illustre une adaptation raffinée à son contexte et à ses exigences particulières. Leurs structures monumentales ont résisté à l'épreuve du temps pendant des milliers d'années. Leurs méthodes agricoles ont nourri l'une des populations les plus peuplées de l'Antiquité, et une multitude d'objets faits main sont toujours admirés pour leur esthétisme et leur solidité. Avec des instruments que tu pourrais juger rudimentaires, ils ont produit des merveilles que nous ne cessons d'analyser. La question fondamentale est la suivante. Serais-tu capable, malgré ta dépendance à la technologie contemporaine, de t'ajuster à un univers où la mémoire humaine supplante Google, où chaque goutte d'eau doit être acheminée manuellement, et où l'édification requiert une connaissance approfondie des matières naturelles plutôt que des éléments préfabriqués. Alors que le prêtre Amenhotep guide une procession vers le Saint des Saints, l'aurore colore les piliers du temple de rose et d'or. Il est entièrement rasé, vêtu d'un shenti, jupe, en lin blanc pur, et a consacré des heures à se purifier à travers des rites de propreté. Les dieux s'éveillent avec l'aube et il nous faut être préparés à leur rendre service, dit-il, alors que ses aides apportent des offrandes de nourriture, de boissons et d'encens. Pour saisir l'Égypte ancienne et tes possibilités de survie en son sein, il te faut réaliser que la religion ne représentait pas simplement un aspect de l'existence. C'était le filtre à travers lequel toute la vie était perçue. Il n'existait pas de séparation entre le sacré et le profane, la religion et la science, la mythologie et l'histoire. Les divinités étaient omniprésentes dans toutes les facettes de l'univers, et il n'était pas facultatif de conserver leur bénédiction. C'était indispensable pour la survie individuelle et communautaire. Le panthéon de l'Égypte était immense et sophistiqué, comprenant des centaines de divinités qui incarnaient des forces de la nature, des idées abstraites et même des lieux précis. En ces temps, Amon-Ra est le dieu suprême, le soleil qui donne vie à tout, dit Amenhotep en surveillant le nettoyage de l'autel. Toutefois, chaque élément de la création a sa propre divinité protectrice. Hapi contrôle l'inondation, Yot la sagesse et l'écriture, Hathor l'amour et la musique, Anubis le processus de momification. Les dieux n'étaient pas des entités abstraites et éloignées, mais des êtres vivants dotés de personnalités propres, de besoins et de sentiments. Ils prenaient diverses formes, humaines, animales, hybrides ou strictement symboliques. On voyait en lui une incarnation d'Horus, fils d'Osiris, faisant de lui un lien tangible entre l'univers divin et le monde des hommes. Le calendrier était rythmé par des fêtes religieuses qui structuraient la vie quotidienne. « Nous fêterons la fête d'Opet demain », déclare Amenhotep avec impatience. La statue d'Amon effectuera un trajet en barque sacrée allant du temple de Luxor jusqu'à sa destination. Les rues seront bondées de personnes en fête, sirotant de la bière rituelle et dansant pour honorer le dieu. Ces festivals mêlaient un véritable dévouement à la célébration communautaire, proposant des instants de bonheur et d'unité sociale dans des existences par ailleurs marquées par une intense labeur. Des festivals tels que le splendide Festival de l'ivresse, consacré à la déesse Hathor,
nécessitait la consommation rituelle d'alcool pour accéder à des états modifiés de conscience jugés sacrés. Certains, tel le grandiose festival d'Osiris, faisaient prendre conscience aux Égyptiens de leur mortalité et du jugement qu'ils auraient à subir après leur décès. Les rites d'État étaient aussi significatifs que la foi individuelle. Dans les résidences partagées, telles que celles de Ptah et Néfertari, de modestes autels à la maison rendaient hommage aux divinités familiales et aux ancêtres. Chaque jour, je présente une fleur et un maigre repas à Bès, le gardien du foyer, partage Néfertari en indiquant une modeste figurine du dieu dont l'aspect grotesque est équilibré par sa bienveillance. La spiritualité populaire intégrait des aspects que les prêtres officiels, tels qu'Amenhotep, jugeaient superstitieux. Des talismans de protection contre le mauvais œil, des incantations pour prévenir les maladies et de modestes cérémonies pour garantir la prospérité. Un prêtre peut bien se moquer de mes talismans, a déclaré un pêcheur en exhibant un petit scarabée en céramique, mais depuis que je le porte, mon filet ne manque jamais d'être plein. La démarcation entre la religion, la magie et la médecine n'était pas claire, et les Égyptiens de base employaient tous les moyens spirituels à leur disposition pour évoluer dans un univers peuplé de périls visibles et cachés. La préoccupation pour l'après-vie était centrale dans la religion égyptienne. La momification, connue pour être le procédé de conservation du corps en vue de l'éternité, ne représentait qu'un élément d'un complexe ensemble de convictions concernant l'existence après la mort. Quand nous décédons, notre cas, force de vie et identité doivent s'unir à notre corps conservé pour donner naissance à l'Akash, l'esprit métamorphosé. Détaille Amenhotep. Toutefois, avant tout, le cœur doit être mis en balance avec la plume de Maat dans le tribunal d'Osiris. Ce jugement divin était illustré de manière saisissante dans le livre des morts, un recueil de sorts et d'instructions pour traverser les périls du monde souterrain. Le cœur du défunt, contenant les pensées et les actions de son existence, était mis sur la balance avec la plume, représentant l'harmonie universelle, la vérité et l'équité. Un cœur vertueux équilibrerait la mesure. Un cœur empli de méchanceté condamnerait celui qui le détient à être englouti par Ammit, la dévoratrice des morts, un monstre hybride redoutable. La religion de l'Égypte se distinguait par sa notable constance et sa faculté d'intégrer des concepts récents sans sacrifier son fondement. Au cours des plus de 3000 ans de civilisation égyptienne, les convictions essentielles concernant les divinités, l'univers et la vie après la mort sont demeurées étonnamment stables, malgré d'importantes transformations et différences régionales. Tout comme moi, mon grand-père avait une grande affection pour Ammon, méditait Amenhotep. Il est probable que mon arrière-arrière-petit-fils agira de la même manière. Les divinités sont immortelles, à l'instar des pierres de ce sanctuaire. Cette continuité procurait un sentiment de sécurité intense dans un monde instable, reliant chaque Égyptien à une histoire ancestrale et à un futur illimité. Pour un visiteur contemporain projeté dans l'Égypte antique, la présence omniprésente du sacré pourrait se révéler écrasante, voire déstabilisante. Les catégories mentales actuelles, qui distinguent clairement la religion, la science, la politique et la vie de tous les jours, n'étaient tout simplement pas présentes. L'adaptation impliquerait non seulement l'apprentissage de rituels externes, mais aussi l'élaboration d'une nouvelle manière d'appréhender la réalité. Dans cette perspective, les dieux ne seraient pas de simples abstractions, mais des entités omniprésentes. Les rêves pourraient être interprétés comme des communications divines, et chaque phénomène naturel porterait une dimension surnaturelle. Peux-tu laisser de côté ton scepticisme contemporain et accueillir un univers où les crocodiles ne sont pas uniquement des reptiles menaçants, mais aussi des manifestations du dieu Sobek? La vallée silencieuse retentit des gémissements cérémoniels des pleureuses à gages. Un cortège cérémonieux conduit le corps d'un aristocrate vers sa sépulture récemment terminée.
taillés dans la pierre de la nécropole de l'Ouest. Le défunt a été confié aux embaumeurs pendant les 70 derniers jours, métamorphosant ce qui était un corps en décomposition en une demeure éternelle pour l'âme. La mort n'est pas une fin, mais plutôt une transition, déclare Amenhotep, en charge des éléments relatifs aux funérailles. Ce que nous considérons comme la vie n'est qu'un moment fugace en comparaison à l'éternité qui nous attend dans l'au-delà. Pour saisir l'Égypte antique, il te faut comprendre son obsession pour la mort, ou plus exactement, pour le déni de la mort. Jamais aucune civilisation, passée ou future, n'a consacré autant de ressources, d'énergie créative et de réflexion philosophique pour se préparer à ce qui se passe après la mort. La momification, potentiellement l'élément le plus reconnu des rites funéraires égyptiens, était une procédure sophistiquée réservée en majorité à ceux qui avaient les moyens de s'en acquitter. Il est essentiel de conserver le corps pour que le bas et le cas puissent l'identifier et se rassembler avec lui, dit un embaumeur en plein travail dans un atelier à proximité de la nécropole. Le processus débutait par le retrait des organes internes, à l'exception du cœur, perçu comme le centre de la pensée et de la personnalité. Étrangement, le cerveau était retiré par les narines et rejeté, les Égyptiens n'ayant pas saisi son rôle. Le processus consistait à déshydrater le corps avec du natron, un sel particulier, pendant environ 40 jours. Ce dernier était ensuite garni de lin, de résine et d'épices parfumées. Pour finir, le corps était enveloppé dans des centaines de mètres de bandages en lin, entrecoupés d'amulettes protectrices, placées à des endroits stratégiques. Les rites funéraires différaient grandement en fonction de la classe sociale. Le pharaon disposera d'une sépulture aussi vaste qu'un temple, ornée de murs dorés et suffisamment riche pour garantir une existence éternelle empreinte de magnificence, observe Amenhotep. Ce noble aura une sépulture moins ostentatoire, mais tout de même magnifique, ornée de fresques illustrant des épisodes de son existence et de l'au-delà. Les classes moyennes, telles que les artisans et les scribes, avaient des possibilités plus restreintes. Néanmoins, elles comprenaient tout de même un moyen de conserver le corps et une sépulture modeste, éventuellement commune à d'autres membres de la famille. Toutmosis avoue « J'ai mis de côté toute ma vie pour me payer une tombe. Je disposerai d'un sarcophage en bois peint et de provisions en quantité suffisante pour mon périple. » Pour les indigents tels que Ptah, la préparation pour l'après-vie était bien plus facile. Un enterrement dans le désert où le sable chaud conservait naturellement le corps, éventuellement accompagné de quelques simples dons et talismans. La conviction en l'obligation de préparer le défunt pour son périple et sa vie future a constitué un point de convergence dans les rituels funéraires, indépendamment des strates sociales. Les sépultures renfermaient des éléments du quotidien, habits, produits de beauté, mobilier, équipements de travail, jeux de société et instruments musicaux. Tout ce qu'il a chéri dans sa vie, il devra l'avoir pour l'éternité, déclare une femme en déposant une paire de sandales à côté du corps de son époux. Pour ceux qui n'avaient pas les moyens d'acquérir des objets tangibles, il y avait des substituts symboliques, de petites figurines nommées Ushebtis qui se métamorphoseraient en serviteurs dans l'après-vie, des maquettes réduites de bateaux, de maisons et de greniers, ou tout simplement des œuvres picturales et sculptées représentant ses biens. L'homme gémissant de douleur sur une natte reçoit les rayons du soleil qui passent à travers la petite fenêtre du sanatorium. Le médecin-prêtre Imhotep inspecte minutieusement une blessure infectée sur la jambe du malade. Ses aides concoctent un mélange d'herbes broyées, de miel et de pain moisi. La maladie représente une perturbation, décrit Imhotep tout en nettoyant la blessure avec du vin de palme. Elle peut être due à des forces manifestes telles qu'une blessure ou invisible comme un esprit maléfique ou une punition divine. Ma mission est de rétablir l'harmonie, que ce soit par le biais de médicaments, de magie ou d'une combinaison des deux. Dans l'Égypte ancienne,
Le fait de survivre à des maladies et des blessures reposait sur un mélange spécifique de savoir, remarquablement développé, et de croyances que nous qualifierions aujourd'hui de superstitieuses. Les Égyptiens ont été des précurseurs de la médecine, et leur savoir était consigné dans des papyrus médicaux tels que le papyrus Edwin Smith et le papyrus Ebers. Ces véritables ouvrages comprenaient des centaines de diagnostics et de soins. « J'ai déjà rencontré ce cas », chuchote Imhotep en examinant un vieux rouleau de papyrus. Blessure aux membres avec présence de puces et chaleur. Le traitement nécessite un nettoyage, de la pommade au miel et à la myrrhe, ainsi que des soins quotidiens. La médecine de l'Égypte ancienne classait les maladies avec une précision remarquable et recommandait des traitements qui s'appuyaient souvent sur des principes scientifiques. Le miel employé dans les pansements possède des vertus antibactériennes. Le pain moisi renferme des composants semblables à la pénicilline. Certains minéraux et végétaux recèlent des substances thérapeutiques efficaces. Toutefois, pour Néfertari, qui conduit son enfant fiévreux au temple de Sekhmet, déesse de la guérison, la médecine est inséparable de la magie protectrice. J'ai consacré la nuit à répéter des incantations contre les démons de la maladie, confie-t-elle en attendant son tour. J'ai fait boire de l'eau qui a été versée sur une amulette de Taweret. À présent, l'intervention du prêtre médecin est nécessaire. Pour les Égyptiens traditionnels, les maladies représentaient des luttes cosmiques qui se déroulaient à l'intérieur de leur corps, et les traitements devaient allier le physique au spirituel. Les médecins prêtres percevaient cela sans contradiction. Ils prononçaient des incantations en dispensant des soins médicaux, exécutaient des rites de purification avant les opérations chirurgicales et attribuaient l'issue favorable ou défavorable des traitements à la fois à l'efficacité des remèdes et à la bienveillance divine. Il y avait une spécialisation médicale à un niveau qui était surprenant. Mon père exerçait en tant que dentiste du palais, se souvient un disciple d'Imhotep, tout en préparant des outils. Mon oncle, expert en ophtalmologie. Je suis en formation pour le traitement des blessures. En effet, les écrits font référence à des experts pour chaque segment du corps. Des dentistes qui soignaient la carie dentaire avec des plombages minéraux, des ophtalmologistes qui intervenaient chirurgicalement sur la cataracte et des chirurgiens compétents dans la réduction de fractures et le soin des blessures de guerre. Les médecins les plus renommés traitaient la noblesse et le pharaon, mais on trouvait des professionnels de santé pour chaque catégorie sociale, y compris les ouvriers des pyramides et des temples qui bénéficiaient de soins médicaux en guise de rémunération. Toutefois, en ce qui concerne les maladies internes, les Égyptiens étaient contraints par leurs connaissances anatomiques insuffisantes. Tout se concentre sur le cœur, déclare Imhotep tout en palpant le ventre d'un patient. Non seulement le sang, mais aussi l'air, l'eau, le sperme, l'urine et les forces vitales elles-mêmes circulent à travers ces vaisseaux. La médecine égyptienne attribuait diverses affections à des obstructions dans ces flux, ou encore au déplacement de l'utérus chez les femmes. Ces procédures comprenaient des purges, des vomissements, des lavements et des régimes spécifiques et pour dégager ces conduits. En dépit de ces contraintes théoriques, nombre de leurs remèdes ont prouvé leur efficacité. Ils employaient l'opium en tant qu'antidouleur, utilisaient des extraits de saule, source de l'aspirine, pour soulager les douleurs et inflammations, et possédait une large connaissance des plantes médicinales. L'assistant qui concocte un remède pour son fils lui explique que cette fleur séchée apaise la toux, a dit Néfertari. Le fait de combiner ce minéral en poudre avec de la graisse d'oie permettra de faire baisser la fièvre. Et cette amulette de Sekhmet augmentera l'efficacité du remède. Dans l'Égypte antique, survivre à une maladie impliquait de placer sa confiance tant dans la science émergente que dans les forces magiques qui gouvernaient le monde. Feriez-vous confiance à ces pratiques anciennes pour votre santé? Dans le jardin,
Les sons mélodieux de la harpe, de la flûte et du sistre emplissent l'atmosphère tandis que les convives d'un festin aristocratique dégustent du vin de palmier servi dans des coupes en albâtre. Des ballerines vêtues de robes de lin translucide tournent avec élégance, leurs gestes épousant les tempos d'une ballade romantique. On doit vivre la vie, dit en souriant l'hôte, un fonctionnaire de niveau intermédiaire nommé Mériré, tout en proposant à ses invités des fleurs de lotus à sentir. Nous reprendrons nos obligations demain, mais pour l'heure, nous fêtons les délices que les divinités nous ont offerts. Malgré leur travail acharné, les Égyptiens antiques ne menaient pas une vie d'ascète. En réalité, ils ont développé des formes raffinées de divertissement, de loisirs et de plaisir qui touchaient toutes les couches sociales. Dans la société égyptienne, la musique occupait une place centrale, qu'il s'agisse des pièces sophistiquées jouées dans les temples ou des chants de travail que les paysans chantaient dans les champs. Néfertari dit que ma fille a un talent musical, alors que la petite s'entraîne avec une harpe à 7 cordes. Si elle exploite son potentiel, elle pourrait être sollicitée pour participer aux rituels des temples ou même aux festivités royales. Parmi les instruments figuraient des harpes de diverses dimensions, des flûtes jumelées, des hautbois anciens, des sistres, un type de hochet en métal rattaché au culte d'Hathor, des tambourins et plusieurs sortes de tambours. La musique était présente lors de toutes les occasions majeures, cérémonies religieuses, cortèges funèbres, festins, travaux agricoles et même conflits. Même s'ils ne possédaient pas de système de notation musicale comparable à celui que nous connaissons aujourd'hui, la tradition orale assurait la pérennité d'un large éventail d'hymnes, de ballades d'amour, d'odes à l'environnement et de chants festifs. La bière et le vin occupaient une place centrale dans la vie sociale égyptienne, mais leur consommation était encadrée par des règles culturelles précises. Le brassage de la bière est notre pain liquide, déclare un maître brasseur tout en agitant une vaste cuve de fermentation. Les enfants en consomment également, même si elle est diluée. Elle offre de la puissance pour le travail et de la joie pour l'âme. La bière égyptienne, pauvre en alcool et riche en nutriments, constituait un élément fondamental de l'alimentation. Le vin, plus cher et fort, était destiné aux événements spéciaux et aux classes favorisées. Dans certains contextes de festivités appropriées, l'ivresse n'était pas mal perçue. En réalité, des festivals religieux, comme celui d'Hathor, mettaient explicitement en avant les états d'intoxication rituelle. Cependant, la modération était appréciée dans la vie de tous les jours. Un homme avisé et conscient de ses limites préconise Toutmosis lors du festin. Le vin peut engendrer la joie ou la honte, en fonction de la façon dont tu le respectes. Les jeux de société proposaient un divertissement intellectuel pour toutes les tranches d'âge et tous les milieux sociaux. Je t'invite à une partie de Sénète, suggère Ramos à Séti alors qu'ils savourent un instant de détente. Mon père m'a enseigné que chaque geste sur l'échiquier symbolise notre parcours de vie vers le jugement d'Osiris. Effectivement, le Séné, un jeu se déroulant sur un plateau de 30 cases avec des pions mobiles, possédait des connotations spirituelles, représentant le voyage de l'âme à travers le monde inférieur. Parmi les autres jeux prisés figurait le Mehen, qui se joue sur un plateau en forme de serpent spiralé, le chien et le chacal, un jeu de parcours, ainsi que différents jeux de dés et de knucklebone, des os d'animaux utilisés comme dés, rudimentaires. Les enfants trouvaient leur joie dans des jouets tels que des poupées articulées, des animaux sculptés dotés de pièces mobiles, des balles en cuir remplies et des toupies en bois durant leurs moments de détente. Les jardins incarnaient l'idéal égyptien du paradis terrestre. J'ai semé chaque arbre et chaque fleur dans l'objectif de créer un miroir du chant des joncs célestes, déclare une aristocrate en accompagnant ses hôtes à travers son jardin verdoyant. Les Égyptiens qui avaient les ressources nécessaires créaient des jardins sophistiqués dotés de bassins rectangulaires peuplés de lotus et de poissons, d'arbres fruitiers venus de l'étranger, de tonnelles pourvus d'ombre et de fleurs parfumées.
Ces jardins étaient utilisés non seulement pour leur attrait esthétique, mais aussi pour leur utilité pratique, en offrant des fruits, de l'ombre rafraîchissante et des lieux de rencontre. Même les familles les plus simples, à l'instar de celles de Ptah, cultivaient des petits jardins contenant des plantes aromatiques et médicinales, quelques palmiers à dattes et potentiellement un sycomore qui offrait des figues sucrées. Néfertari reconnaît, en arrosant des plants de menthe et de coriandre, que notre modeste jardin n'a rien d'extraordinaire, mais il nous procure de l'ombre durant la saison estivale et ajoute de la saveur à nos mets tout au long de l'année. L'amour et la sexualité étaient célébrés avec une ouverture d'esprit qui étonnerait beaucoup de sociétés futures. Les murs de la demeure de Mérirée sont ornés de délicates fresques qui dépeignent des couples enlacés au milieu de fleurs de lotus. Au cours des banquets, les musiciens jouent des mélodies d'amour d'une poésie remarquable. Tes yeux ont saisi mon âme. Ta voix est aussi douce que le nectar de palmier. Un simple échange avec toi m'enivre davantage que le vin du delta. Les Égyptiens ne considéraient pas la sexualité comme un acte pécheur ou honteux, mais plutôt comme une manifestation naturelle de la vigueur vitale, même si elle était régulée par des normes sociétales. Le mariage était la règle, et l'on attendait principalement des femmes qu'elles soient fidèles. Cependant, il y avait une certaine souplesse dans les rapports, surtout pour les hommes issus des classes supérieures. Le véritable bonheur se trouve dans un foyer en harmonie, pense Néfertari en regardant son époux s'amuser avec leurs enfants. Le véritable bonheur se trouve dans un foyer en harmonie, pense Néfertari en regardant son époux s'amuser avec leurs enfants. Un homme et une femme se respectent mutuellement. Leurs enfants sont en bonne santé et ils ont assez de nourriture pour tous. C'est tout ce qu'il faut pour mener une vie épanouie. Un homme et une femme se respectent. Leurs enfants sont en pleine santé et chacun a suffisamment à manger. C'est suffisant pour une vie entière. L'appréciation des plaisirs simples de la vie en famille, ainsi que des loisirs sociaux plus raffinés, instaurait un équilibre permettant aux Égyptiens de déceler des instants de bonheur même dans une existence qui pouvait se révéler dure à bien des égards. Pourrais-tu également trouver cet équilibre entre travail et plaisir dans l'Égypte antique? Un nuage de poussière s'élève à l'horizon alors que la brigade de chars de bataille progresse dans le désert. Ramose, un officier de grade intermédiaire, effectue une ultime vérification de son équipement. Arc à double courbure, javelot, hache en bronze et poignard. Les Nubiens ont assailli la caravane commerciale et dérobé l'or destiné au temple d'Amon, a-t-il exposé à ses hommes regroupés sous la bannière de l'unité. Sous l'autorité du pharaon, nous instaurerons la justice et démontrerons la force de l'Égypte. Malgré une idéalisation fréquente de ses réalisations artistiques et architecturales, l'Égypte ancienne se caractérisait par un étonnant militarisme. La force militaire ne servait pas uniquement à défendre les frontières, elle était aussi l'instrument de la volonté divine du pharaon imposée aux nations avoisinantes et garantissait les voies commerciales indispensables à l'économie. Nous situons durant l'Empire Nouveau, période durant laquelle l'Égypte a transitionné d'une position essentiellement défensive vers une position résolument expansionniste. Mon grand-père s'est battu pour repousser les envahisseurs Hyksos, confie Ramose, alors que son groupe progresse vers les terres nubiennes. Mon père a pris part à la bataille de Kadesh aux côtés du grand Ramsès. J'ai pris part à 3 opérations en Nubie et 2 contre les Libyens. L'armée égyptienne a considérablement évolué vers la professionnalisation, se composant d'un corps de soldats à plein temps renforcés par des recrues temporaires lors des grandes expéditions. La stratification sociale était reflétée dans la hiérarchie militaire. Les officiers de haut niveau étaient presque tous issus de la noblesse, alors que des officiers intermédiaires comme Ramose avaient la possibilité d'élever leur rang grâce à leurs compétences, même en venant d'origines moins favorisées. L'armement égyptien avait atteint un degré élevé de sophistication. Cet arc composite a une portée 3 fois supérieure à celle de l'arc traditionnel que mon père employait, déclare
Ramos, en montrant à un nouvel arrivant l'élégante arme confectionnée avec des superpositions de bois, de cornes et de tendons d'animal. Nos chars surpassent tous les autres en légèreté et en rapidité. Effectivement, le char de guerre, initialement introduit par les Hyksos et ensuite perfectionné par les Égyptiens, a révolutionné l'art militaire en offrant des plateformes mobiles pour les tireurs d'élite. Les armures étaient composées de cottes de mailles en bronze, destinées aux officiers et aux troupes d'élite, en plus des casques fabriqués à partir de cuir durci. Toutefois, les simples fantassins se battaient avec un minimum de protection, un bouclier en bois habillé de cuir d'animal, une culotte renforcée et possiblement une coiffe matelassée. Ramos, le vétéran, conseille aux novices nerveux: un soldat vétéran privilégie son agilité plutôt que son armure. Le métal t'offre une protection, cependant il te ralentit sous cette chaleur écrasante.